Dans le podcast Connexion Primordiale, en balade avec Paul. Bientôt il y aura d'autres épisodes avec des invités, etc. Mais là en ce moment c'est la série En balade avec Paul. Pour combien de temps encore, on ne sait pas. Mais... Alors je vais parler, aujourd'hui on va parler d'accroupissement, ce deuxième mouvement le plus important pour notre santé. On avait fait un épisode sur la brachiation, aujourd'hui on va parler de l'accroupissement, mais avant ça une petite réflexion, parce que je viens de croiser un monsieur qui fait sa promenade à peu près, je dirais, dans septuagénaire. Puis on voit qu'il fait sa promenade matinale. Et puis il a un vêtement de sport pour ça. Il a une sorte de blouson fluo qu'il a mis par-dessus ses vêtements pour montrer, parce qu'il fait du sport. Et ça me rappelle une réflexion dans un livre que j'adore, qu'on a traduit, qui s'appelle Grandir sauvage de Cathy Bowman, la biomécanicienne. Franchement, Grandir sauvage, c'est un livre absolument génial, avec tellement d'idées dedans. Bien sûr, on pense que c'est qu'un livre qui va nous intéresser si on a des enfants, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et elle fait une réflexion que j'adore, elle dit on a des vêtements pour bouger, donc on met des vêtements de sport. Donc si vous faites du cyclisme, on met ces vêtements un peu ridicules de cyclisme avec toutes les marques marquées sur le truc de cyclisme. Si on fait de la gym en salle, on a une certaine tenue de gym en salle. Si on fait des arts martiaux, on a la tenue d'arts martiaux. Si on fait du jogging, on a les vêtements qui sortent tout frais de Décathlon, etc. On a le look du coureur. Bref, on met des vêtements pour bouger. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'en dehors des heures où je m'attribue de bouger, j'ai en fait 99% du temps, ou 95%, ça dépend si vous êtes sportif ou pas, des vêtements pour pas bouger. Et donc on a des vêtements qui nous empêchent de bouger. Des jeans serrés, des chaussures, des cravates, des costumes, des jupes qui nous empêchent de bouger. Et on fait la même chose avec nos enfants. On leur met des vêtements qui les empêchent de bouger. On met même à nos bébés déjà des chaussures qui les empêchent de marcher correctement, des jupettes et des pantalons et des trucs qui les empêchent de bouger librement, qui les empêchent de se retourner, de se mettre à quatre pattes, de s'asseoir. Et nous, c'est pareil, on doit montrer, vous voyez, là je suis dans une partie de la journée où je ne bouge pas. Quand je dois bouger, quand je veux bouger, quand je choisis de bouger, je mets mes vêtements pour bouger. La question à se poser, c'est est-ce que les vêtements que j'ai au quotidien me permettent de bouger, de m'accroupir ? Parce que c'est vrai que la plupart des pantalons ou jupes ne nous permettent pas de s'accroupir. C'est là où on va aujourd'hui. Et si je ne peux pas m'accroupir physiquement, ça me demande un effort, évidemment, je ne vais pas le faire. Donc le pantalon que je porte, la jupe que je porte, ou n'importe quel vêtement que je porte, est-ce qu'il me permet de lever les bras et de faire la brachiation sans que mes vêtements craquent de partout, sous les aisselles, dans le dos, etc. Et est-ce qu'ils me permettent de m'accroupir. Hier, j'ai voulu m'acheter pour les promenades, ceux qui ont suivi, à un moment donné, je m'étais pris une grosse saucée, j'étais trempé des pieds à la tête. Le lendemain, j'ai pas pu faire ma promenade, j'avais un début de rhume. Et je me suis dit, je vais m'acheter un ciré. Donc j'ai acheté un ciré, là, par correspondance. Et il est légèrement trop petit. Donc je peux pas bouger mes bras librement. Je pourrais pas courir dedans, je serais pas à l'aise. Donc évidemment, je vais le retourner pour une taille plus grande. Mais la plupart des gens s'en seraient satisfaits parce qu'il me va bien. C'est juste que si je lève les bras, ça va tirer. Si je veux courir avec, ça va pas être à l'aise. Je vais pas être à l'aise. Donc en théorie, il est la bonne taille. Ça correspond bien aux mesures que j'ai prises, mais il ne permet pas le mouvement. Donc c'est pas intéressant. Donc voilà, c'était juste une réflexion de Cathy Bowman. Est-ce que les chaussures que j'ai me permettent de courir, de sauter, de grimper à tout moment ? Est-ce que les pantalons, les hauts que j'ai, et pour mon enfant, est-ce qu'il peut bouger, sauter, courir, grimper, se développer normalement ? Parce qu'il a ce qu'il faut comme vêtements. Donc ça, il faut y penser. Les vêtements qu'on met peuvent être des restrictions. Et à la base, c'est ça. C'est pour montrer que justement, nous, on n'a pas besoin de bouger. On a un métier qui fait qu'on n'est pas des paysans. On n'est pas en bas de la pyramide, on est en haut. Et donc, on n'a pas besoin de bouger. Bouger, c'est pour les gens qui sont en bas de la pyramide. Mais malheureusement, la société a évolué, bien sûr, dans cette vision peut-être. Mais en tout cas, c'est resté au niveau du style vestimentaire. Et donc voilà, une réflexion que je voulais apporter, qui n'est pas du tout de moi, mais de la grande Cathy Bowman. Je vous encourage vraiment à vous procurer le livre Grandir sauvage. Des idées comme ça, il y en a des tonnes. Et c'est vraiment un livre de base. Bon, évidemment, c'est nous qui l'avons traduit parce que j'estime, c'est moi qui l'ai traduit, que c'est un livre majeur. C'est un très beau livre avec plein d'images.
Et donc c'est Cathy Bowman aussi qui m'a parlé de l'importance de l'accroupissement, de la capacité à s'accroupir. Il y aura beaucoup moins à dire que sur la brachiation, mais c'est quand même quelque chose de majeur, cette notion d'accroupissement. Si on réfléchit à tous les peuples premiers, ou peuples traditionnels, ou appelez-les comme vous voulez, cette position d'accroupissement est toujours majeure pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que dans ces peuples-là, il n'y a pas de table, de chaise. En fait, les tables, les chaises, les couteaux, les fourchettes, les lits sont des exceptions. D'une part dans l'histoire de l'humanité, et localement, ce sont des attributs des Occidentaux. Les Occidentaux, justement, qui veulent montrer qu'ils ne vont pas au sol. Seuls les pauvres, les gens en bas de l'échelle se mettent au sol sur une paillasse. Seuls les pauvres sont des va-nu-pieds, etc. Plus on est riche, plus on s'élève du sol, et moins on est en contact avec le sol. Donc, comme toujours, une fois que les riches font ça, c'est-à-dire les nobles, au départ c'était le roi, puis les nobles, puis ensuite les courtisans, les machins, puis ensuite les pauvres veulent imiter. Les classes inférieures veulent toujours imiter les classes supérieures. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société hyper hiérarchisée, en pyramide, où c'est le haut de la pyramide qu'on veut viser toujours. Donc on veut s'élever du bas de la pyramide. Et donc concrètement, on cherche à s'élever en n'allant pas au sol, ne s'allongeons pas au sol, ne mangeons pas au sol. On veut même s'éloigner de nos aliments en prenant des couteaux et des fourchettes et pas les manger à la main. Évidemment, on va considérer nous comme primitifs, les gens qui dorment au sol, les gens qui mangent avec les mains, etc. Même jusqu'à, évidemment, forcer nos enfants à manger avec des couverts, forcer nos enfants à mettre des chaussures et des vêtements qui les restreignent, forcer nos enfants à dormir dans des lits qui sont désagréables pour eux, forcer les enfants à manger dans des chaises hautes et à les sangler pour qu'ils restent tranquilles dans leurs chaises hautes. Bref, c'est parce qu'on a été contenu et qu'on nous a forcés qu'on a fini par arrêter de bouger. Alors c'est un peu incombe parce que évidemment on sait que ça nous fait souffrir terriblement de maladies de civilisation et qu'on nous dit bouger plus, manger moins en permanence, mais on fait tout pour nous empêcher de bouger, je veux dire, et on a tout fait pour empêcher nos enfants de bouger. Dès que nos enfants bougent, on dit reste calme, tiens-toi tranquille. Évidemment, un appartement, une maison n'est pas fait pour bouger, il y a des meubles, il y a des trucs qui empêchent le mouvement, qui empêchent de sauter, qui empêchent de courir, puisque le terrain de jeu des petits singes humains, c'est l'extérieur normalement. Donc vous voyez, on parle de l'accroupissement, ça nous amène à une réflexion plus large et plus vaste, et c'est important parce que vous savez bien qu'une de mes passions dans la vie sont les réflexes archaïques, les réflexes de vie, les réflexes primordiaux, et que ces réflexes ne vont pouvoir s'intégrer que quand ils jouent leur rôle. Ça, c'est un des trucs les plus importants à comprendre. Les gens disent pourquoi mes réflexes ne sont pas intégrés, pourquoi ils ne s'intègrent pas ? Parce qu'en gros, je n'utilise pas le schème. Donc si je n'utilise pas le schème du réflexe, le modèle, le pattern du réflexe, eh bien, je n'arrive pas à l'intégrer puisque je ne l'utilise pas de manière consciente. Si je ne vais plus au sol, eh bien, tous les schèmes qui permettent d'aller au sol, et il y en a beaucoup, c'est logique puisqu'on a fait ça pendant des centaines de milliers d'années, eh bien, ces schèmes ne sont pas stimulés. Et du coup, le réflexe reste. Il ne va pas s'intégrer. Puisqu'il dit, tu joues pas son rôle, tu n'as pas pris de relais au niveau cortical, tu ne vas jamais au sol, donc moi je ne peux pas m'intégrer, je ne peux pas jouer mon rôle. C'est valable pour l'agrippement. Si on n'agrippe pas correctement, si on ne grimpe pas, si on ne fait pas de brachiation, eh bien évidemment la main va ne pas jouer son rôle pour lequel elle est bâtie depuis des centaines de milliers d'années, et le stress va rester, le réflexe va rester comme pour nous dire, vas-y, fais-le de manière réflexe, agrippe-toi tant que tu peux, avec toutes les tensions que ça implique, puisque je n'ai pas une corticalisation de cette gestuelle. C'est parce que je corticalise une gestuelle que je vais pouvoir dépasser l'aspect réflexe. Donc pourquoi je n'intègre pas mes réflexes ? Parce que je n'utilise pas mon corps de la manière pour laquelle il a été conçu. D'où les resets, les mouvements de base du bébé que l'on fait, d'où tout ce qu'on fait en IMP, de relaxation, de coordination, de latéralisation, de respiration, de réutiliser toute la gestuelle de base. Pourquoi ça s'appelle intégration motrice primordiale. Donc dans tous les peuples premiers, on va au sol, on s'accroupit, on dort au sol. Et le simple fait de faire ça, ça va faire toute une stimulation de tout le corps. Imaginez que quelques petites recherches ont été faites, entre autres par Cathy Bowman. Si on enlève les tables et les chaises d'une maison, on va s'apercevoir que les gens font environ une centaine de squats, entre guillemets, c'est-à-dire d'accroupissements par jour. Moi j'en fais l'expérience, on se lève sans arrêt. Chez nous, ça ne va pas vous surprendre, on n'a ni table, ni chaise, ni lit. Et donc pour travailler, pour attraper les objets, pour faire à manger, ou pour manger, on se lève, on s'accroupit en permanence. Par exemple là, mon chargeur
Pour le téléphone, il est au sol, dans une prise qui est au sol, il n'est pas en hauteur, il n'est pas sur une table, ce qui serait difficile vu qu'on n'en a pas, mais il est au sol. Donc là, par exemple, ce matin, quand je me suis levé, j'ai mis à charger, je me suis accroupi, je suis resté quelques minutes pour regarder un peu les choses qui étaient là. En fait, c'est pas mon téléphone que j'ai regardé, c'est que j'ai mis à charger ma montre. Et donc voilà. J'ai la montre pour éviter d'avoir le téléphone avec moi. Par exemple, quand je fais la promenade, là, j'ai pas de téléphone avec moi, jamais. Parce que je sais que j'aurais tendance je pourrais avoir tendance à le regarder, à faire des trucs. Donc pour éviter ça, je ne l'ai pas avec moi. C'est comme en voiture, je ne le prends pas avec moi, je le mets dans ma pochette, dans un sac. De sorte que je n'ai pas d'impulsion de regarder mon téléphone si jamais je l'entendrais faire bip ou quoi que ce soit. Bref, donc je me suis déjà accroupi un certain temps, puis je me relève, puis après je vais aller faire autre chose, je vais m'accroupir forcément. Alors, évidemment, je vais pratiquer mes exercices au sol, donc comme ce matin je fais à peu près une demi-heure. Donc je vais au sol, je fais des tas d'accroupissements, je fais des tas de balancements, etc. Donc imaginez que vous savez que les squats c'est bon pour la santé, qu'on devrait faire des squats tous les jours, et vous savez qu'il faut aller en salle de gym et faire des squats. Donc évidemment, moi si je faisais pas ça, ça voudrait dire que le soir je dois aller à la salle de gym et faire par exemple 100 squats, ce qui serait super bien, sans accroupissement. Mais sauf que ces accroupissements, je les ai faits tout au long de ma journée. Et bon, en plus, j'aime faire des accroupissements, des répétitions d'accroupissements dans la journée pour faire des pauses quand je suis à l'ordinateur, hop, régulièrement, petite pause, quelques accroupissements, quelques fentes, quelques mouvements croisés, etc. Alors évidemment, la plupart d'entre nous, et nous on le constate dans les séminaires, la plupart des gens, je dirais peut-être, un bon tiers des gens, n'arrivent pas à faire un accroupissement convenable. Perd l'équilibre, doit lever les talons, un bon accroupissement, les talons restent au sol. Ils n'y arrivent pas, ils doivent se mettre sur la pointe des pieds, on perd l'équilibre, on va pas loin du tout, les gens n'ont plus la souplesse pour y arriver. Et donc, ça va être une mission numéro 1 bis. Pourquoi 1 bis? Parce que première mission, mais il n'y a pas d'ordre, les deux missions qu'on doit concomitamment réussir, c'est la brachiation et l'accroupissement. Donc on va travailler toute une progression pour y arriver, et pour ça il va y avoir les resets qui vont être majeurs, avec en particulier tous les resets qui vont stimuler les pieds, les chevilles, les hanches et les genoux, qui sont les resets qu'on appelle les balancements, et il y a des tas de variantes qui vont aller spécifiquement travailler tout ça au niveau des resets. Et en particulier, la plupart des gens n'arrivent pas à s'accroupir correctement parce que la cheville manque de mobilité. C'est quelque chose qui est peu connu, mais plusieurs recherches ont été faites sur le sujet par des équipes de kinésithérapeutes. On se demandait quel était le lien. Est-ce que c'est la hanche qui pose problème? Est-ce que c'est le bas du dos? Est-ce que c'est les genoux, les ischios, les quadriceps? Est-ce qu'il y aurait des muscles plus faibles? Donc ils utilisent des électromyogrammes pour regarder les contractions musculaires, etc. Et en définitive, le plus courant, je ne dis pas c'est 100% des gens, mais largement, c'est la mobilité des chevilles. La cheville n'arrive pas à faire le mouvement de flexion qu'il faut, et donc il suffit de 1 ou 2 degrés de moins à la cheville pour que toute la chaîne kinétique de triple flexion, cheville, genou, hanche, se mette à dysfonctionner. Et donc on va pouvoir redonner de la mobilité à la cheville. En règle générale, nous les gens, si le premier jour ils n'arrivent pas à s'accroupir, c'est très rare que le quatrième, ils n'y arrivent pas. Alors, nos deux manières de faire, alors pareil, il va y avoir une progressivité, c'est comme je viens de l'indiquer déjà, des resets, en particulier les balancements avant-arrière avec des variantes spécifiques qui vont aller cibler les chevilles, le genou, la hanche. Et deuxième chose, les automassages. Alors là, c'est très important, cette notion d'automassage. Là, ça me fait, excusez-moi, mais je fais une parenthèse. Je vais parler des automassages pour libérer la cheville, et c'est immédiatement visible. Mais moi, j'avais appris ça de Christophe Cario. Par exemple, il y a un mouvement que je ne peux pas faire au mur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dos au mur, bref, en mettant les coudes, faire des rotations des bras et de garder les omoplates contre le mur. Moi, je ne peux pas. J'ai trop de tension, je ne peux pas le faire. Et puis, j'ai essayé, je me suis entraîné régulièrement. J'avais vu ça, que c'est un mouvement important, qui serait important pour moi, pour libérer derrière la partie haute du dos, mais j'y arrive pas. Puis quand j'ai fait des formations avec Christophe Cario, il m'a dit « Attends Paul, je vais te montrer un truc ». Et après 2 balles de massage, il a dit « Masse-toi contre le mur avec ces 2 balles là pendant 1 minute ». Je me suis massé 1 minute, la zone qui est trop contractée chez moi.
Il dit enlève les balles, recommence ton exercice. Immédiatement, mon dos était parfaitement au sol, les mains parfaitement plaquées contre le mur en rotation externe. Donc la position parfaite immédiatement. Et donc c'est quelque chose que j'ai appris de Christophe et que j'ai retrouvé après chez Jim Miller et chez d'autres experts en automassage, quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et en fait Christophe il disait ceci qui m'a beaucoup marqué. Christophe c'est quelqu'un qui est très souple, 5 fois champion du monde de karaté, il fait des figures extraordinaires. Et il a écrit un livre qui s'appelle Savoir s'étirer. Alors, parce que lui quand il était petit, son héros c'était Jean-Claude Van Damme, qui est fort et souple à la fois. C'est Jean-Claude Van Damme, c'est voilà, le gars qui met un pied sur 2 chaises et qui fait un grand écart comme ça, enfin bref. Et en même temps qui est très fort, souple, rapide, bref. Donc Christophe, il est devenu une sorte de Jean-Claude Van Damme, au niveau souplesse, force, rapidité, puissance, explosivité, etc. Et zut, j'ai perdu le fil de ma pensée en parlant de Jean-Claude Van Damme. Et, oui, Christophe Cariot, dans son livre Savoir s'étirer, dans ses formations, il dit bien, avant de tirer sur quelque chose, il faut enlever les nœuds. Si on tire et qu'il y a des nœuds, on ne fait que renforcer les nœuds et les zones de crispation. Donc il dit, c'est de la folie de commencer à faire des étirements sur un corps qui est tout noué. Qu'est-ce qu'on fait normalement? On fait des massages, on va chez le kiné qui libère les nœuds, et ensuite seulement on va faire la rééducation. Normalement, les kinés s'appellent des masseurs kinésithérapeutes. Ils vont aller libérer les tensions et ensuite seulement. Donc, dans la méthode de Christophe Cariot, avant de s'étirer, avant de chercher la souplesse et les étirements, donc, on va aller libérer les nœuds par les automassages. Et ça change tout. Alors pourquoi j'ai rigolé au début et je voulais faire cette parenthèse, parce que là récemment j'ai vu quelqu'un qui fait de la pub sur internet sur des réseaux sociaux et qui montre ça, magie, regardez, cette personne n'est pas capable de faire ce mouvement, et grâce à la réintégration neuroproprioceptive, abracadabra, il y arrive. Les gars, ça fait il suffit de donner des gros mots pour faire avaler des couleuvres à tout le monde. Grâce à la réintégration neuroproprioceptive ou neurotactile ou je sais pas quoi, qu'est-ce que j'en ai marre. Avant, on faisait juste des exercices de respiration pour se détendre, et maintenant on fait des exercices qui stimulent le nerf vague pour faire exactement la même chose, mais on nous fait de l'esbrouf avec le nerf vague. Je dis pas que c'est pas important et que c'est bien de connaître comment les choses fonctionnent, sauf que tout d'un coup le but, c'est plus de se détendre, le but c'est de réguler son nerf vague. Aïe. Et bien là, c'est la même chose. La personne n'arrive pas à faire un mouvement, on fait un petit automassage d'1 minute et elle arrive à faire le mouvement. Oui, on fait ça depuis toujours. Depuis, comment dirais-je, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était les travaux de Françoise Mézières, cette fameuse kinésithérapeute qui, dans les années 70, a mis ça en évidence. Je suppose que d'autres gens le faisaient avant, mais en tout cas, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Françoise Mézières via les travaux le livre Le corps a ses raisons de Thérèse Bertherat, qui a popularisé le travail des chaînes musculaires, parce que la première qui a parlé de chaînes musculaires, c'est Françoise Mézières qui a théorisé la chaîne postérieure, et à partir de là, tout le travail est parti sur le sujet. Voilà. Donc ça me fait marrer sur les réseaux sociaux, tout le monde fait de la magie, abracadabra, neuro-réintégration, proprio, tactilo, je sais pas quoi. Bon, tu fais un automassage, hein. L'humanité fait ça depuis toujours. Bref, excusez-moi, mais j'en ai tellement marre des réseaux sociaux et de toutes les bêtises qu'on voit. Il suffit de donner des gros mots. Alors, je vais le faire moi aussi. On va dire que l'IMP, c'est qu'on fait des intégrations neurosensori-mo, cognitivo-émotionnello. Les gens, c'est la mode de mettre du neuro partout. Voilà, c'est neuro. Excusez-moi les gars, dès que vous faites quelque chose, dès que vous respirez, dès que vous êtes vivant, c'est du neuro. Je dis, c'est du neuro. Je fais de la neuro-intégration. Oui, enfin, dès que tu es vivant, tu as un système nerveux, il fonctionne. Là, par exemple, je suis en train de marcher, je fais de la neuro-intégration bilatéralisante, tout en parlant, donc en activant mon système oro-myofacial. Et puis je pense, donc en même temps, je fais du cognitivo, puis je ressens des émotions émotionnelles. Donc vous voyez, en marchant, je fais de l'intégration cognitivo-émotionnello, tactilo, parce que je suis pieds nus, intégrative. Bon. Aïe. On aime bien les gros mots. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en IMP, c'est de raconter des bobards, de se faire mousser avec des grands mots, des grands noms. Le
prochaine fois, j'appellerai ça pas IMP, mais intégration neurosensory, émotionnello, cognitivo, supérieur, vague. Il faut mettre nerf vague dedans. Alors, j'arrête mes bêtises, mais on va aller travailler la cheville et il y a des automassages avec des balles qui sont extrêmement puissants pour aller libérer la mobilité de la cheville et redonner quasi immédiatement des degrés de liberté et des degrés de flexion de la cheville, ce qui fait qu'en général, en quelques instants, les gens voient la différence et s'accroupissent beaucoup mieux en une minute. Donc ça, plus les mobilisations, on obtient du mieux. Alors évidemment, on va faire une progressivité, on va demander aux gens de s'agripper à une poignée, à un suspenseur, à une barre, à une chaise, pour faire leurs premiers accroupissements, surtout s'il y a des difficultés et des manques au niveau de l'équilibre, chez des personnes qui ont eu des douleurs ou des tensions. Donc voilà, nous, de toute façon, dès qu'on voit que des gens ont plus de difficultés que la norme, on va les envoyer chez des kinés, bien sûr, si possible, des kinés qui sont formés en IMP si on veut continuer cette progressivité-là, ou sinon ils vont faire le travail chez le kiné ou parfois chez les psychomotes. Et nous, on va faire le complément au niveau intégration motrice primordiale et intégration des réflexes. Donc ça, c'est important. Donc voilà, il va y avoir toute une progression qui va amener les gens à pouvoir s'accroupir. Et quand on peut s'accroupir, on peut aller au sol et ça change énormément les choses. J'ai eu énormément de chance de rencontrer un kinésithérapeute qui s'appelle Joseph. Et en fait, pendant le Covid, on avait fait beaucoup de vidéos. On a fait à peu près, je crois, 200 vidéos pendant les périodes Covid. On en faisait tous les jours. Et on s'est rendu compte très vite qu'il y a des tas de gens qui regardaient ce qu'on faisait parce que tout le monde était confiné et donc tout le monde était sur Internet à regarder des trucs. Et c'est là où on a été le plus suivi. Évidemment, on est passé de 700 abonnés avant Covid à 7000 très vite. Maintenant, à l'heure où je vous parle, plus de 17 000 abonnés, ce qui est sympa. Mais ça, je veux dire, on a fait par 10 en quelques jours après le Covid. Dès que j'ai commencé à faire des vidéos, tout le monde s'est mis à regarder ça, super. Et un jour, je vais à un stage de systéma. Je pratique le systéma, un art martial cosaque russe, que j'adore, que je fais depuis quelques années, je crois depuis 2019. Et là, c'est un cours avec un grand ponte. Ça ne correspondrait pas parce que c'est pas du tout le style, mais un grand expert en systéma, Vladimir Vassiliev, le plus grand expert connu en systéma. Il venait en France, donc je suis allé suivre le stage et là il y avait, 100 et quelques personnes, 200 personnes dans un grand gymnase. Et il y a un gars qui vient me voir, qui est un kiné, qui me remercie, qui me dit « Ouais, c'est chouette, merci pour les vidéos et tout. » J'utilise des trucs, des resets et des trucs dans mon cabinet de kiné, puis j'ai changé les choses et du coup j'ai enlevé ma table de kiné. C'est une anecdote que j'ai déjà racontée plein de fois, mais ça m'a tellement marqué. Parce que moi, je suis déjà allé chez le kiné, il y a évidemment la table de kiné sur laquelle il fait sa rééducation, sur laquelle il fait ses massages, etc. Et moi je me dis, mais la plupart des gens qui vont chez le kiné ne peuvent pas aller au sol. Pensez aux personnes âgées, pensez aux personnes qui ont des douleurs, pensez aux personnes qui ont des bras, des jambes cassées ou que sais-je, des hanches qui ont été opérées, etc. Donc moi, tout de suite, ma réaction, c'est de dire « Ah ouais, t'as enlevé ta table, mais comment tu fais pour tous les gens qui ne peuvent pas aller au sol ?» Il dit « Justement, c'est ça mon but de kiné. Une fois que les gens peuvent aller au sol et se relever, ils n'ont plus besoin de moi. » Yes! Une fois que les gens peuvent aller au sol et se relever, ils n'ont plus besoin de moi. Ça veut dire que tout son job, quelle que soit la raison pour laquelle les gens viennent voir, entre autres choses, partie de son job, c'est de faire aller les gens au sol avec toute une progressivité. Alors il a un espalier, il a des élastiques, il a un certain nombre de choses, mais il va amener les gens au sol progressivement. Et quand ils peuvent se relever, ils ont tous les outils qu'il faut. Ils n'ont plus peur des chutes, ils savent qu'ils peuvent se relever, etc., etc. Donc c'est énorme. Si vous avez des difficultés d'épaule, de hanche, de genoux, de dos, si vous réapprenez avec un kinésithérapeute qui va vous guider en utilisant les resets, en respectant la physiologie du corps, etc., ça va être un travail monumental, quoi. Et il m'a montré des photos de son cabinet, et effectivement, on peut même le voir sur son site internet. Il n'y a pas de table de massage dans son cabinet, il y a des tapis de gym au sol, des ballons, des élastiques, je sais pas quoi, un espalier, mais il n'y a pas de table. Alors il fait du systéma aussi, il s'appelle Kiné Systéma si vous voulez le chercher. Kiné Systéma est très sympa, il a un super site, en plus il dessine hyper bien, il fait des super beaux dessins.
Voilà, et Kiné Systema. Donc, cet accroupissement, c'est Cathy Bowman qui a insisté là-dessus, et donc nous, on a pris la décision, il y a des années déjà, pas mal d'années, parce que Cathy Bowman, j'en ai entendu parler par Paul Hegel-Denison il y a vraiment très très longtemps. Je dirais c'était largement avant de faire de l'IMP, donc je dirais vers 2005. Vers 2005, 2006, 2006-2007, allez, bon, bref, peu importe. Que j'ai entendu parler des travaux de Cathy Bowman, c'était au tout début où elle faisait des DVD. Voilà. Et donc on a pris la décision, en suivant un peu les idées de Cathy Bowman, de se débarrasser des chaussures pour mettre des chaussures minimalistes, déjà dans un premier temps. Ensuite, de dormir au sol. Ensuite, de réduire les oreillers largement. Dans l'idéal, d'après elle, il faudrait ne pas en avoir, mais ça, j'ai jamais réussi complètement. Donc j'ai réduit mes oreillers, mais j'en ai quand même un petit, en balle de, je sais pas quoi, d'épeautre, voilà. Et puis, on a enlevé les tables et les chaises de la maison. Voilà, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise chez nous. Alors, il y a une petite table basse pour manger, voilà, où on se met pour manger. On ne mange pas à la mode pique-nique avec les assiettes par terre, qu'on pourrait prendre sur nos genoux après. On a une petite table basse pour manger, qui est très légère, qu'on peut enlever régulièrement. Par exemple, là, je vais avoir mon entraînement Systema tout à l'heure, on enlève la table et comme ça, là, c'est une toute petite table minuscule, où on peut juste poser 4 assiettes, un de chaque côté. Et donc on enlève ça, et puis ça donne encore plus d'espace. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de canapé, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de télé dans la salle de vie, il n'y a pas d'écran. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une grande salle vide, avec tout autour juste des bibliothèques. Et donc il y a des tapis au sol et des tas de coussins. Des tas de coussins, style Zafou, coussins de méditation. Et puis ça traîne toujours des balles d'automassage, rouleaux d'automassage, des trucs pour se faire du bien, des élastiques de gym, un suspenseur accroché au plafond pour faire des petits accroupissements en se tenant les mains. Voilà, ce genre de choses. Donc le fait de se dire comment je peux faire dans la vie pour m'accroupir plus, ça change beaucoup de choses. Ludivine, souvent, quand elle passe le balai, elle aime bien prendre la pelle et la balayette, elle est accroupie, et si vous imaginez passer le balai dans toute une pièce, elle va rester accroupie, avoir la pelle et la balayette et passer toute la pièce à la pelle et la balayette en étant accroupie et en avançant accroupie. Donc ça, c'est une sacrée gym. Ludivine, si vous allez quelque part et qu'elle est dans l'accroupissement à fond, elle déteste s'asseoir de toute façon autre qu'accroupie. Donc elle va, par exemple, si elle a son petit ordinateur, elle met son ordinateur par terre et elle travaille accroupie avec l'ordinateur sur une toute petite... en fait, elle a récupéré une boîte, une petite caisse minuscule qui fait la taille d'un ordinateur portable, qui l'élève de 30 cm, 40 cm du sol. Et elle est toujours là-dessus, elle est dehors. Elle passe, 3-4 heures dehors. Waouh! Le beau tracteur. Ah oui, là je suis une heure un peu plus matinale, donc c'est l'heure où les gens vont au travail. Je vais couper le micro et je vais le reprendre un peu plus tard. Il faut juste que je pense à parler de l'ordinateur de Ludivine. Et donc Ludivine, elle va passer largement 2-3 heures par jour, parfois plus. Alors elle prend sa petite caisse, elle la met dehors, devant la porte de la maison. Et puis elle travaille là, comme ça, elle met un manteau, puis elle est accroupie, puis elle travaille comme ça. Des fois elle est un peu assise sur le bord d'une marche. Voilà, mais on est en position au sol. Alors, quelque chose de supplémentaire à dire qui est hyper important, c'est le problème de la sédentarité et de fait que la position assise est plus dangereuse que fumer. Alors là, c'est un choc. Ce sont des cardiologues américains, canadiens, de je ne sais plus quel pays, qui avaient fait ça il y a une quinzaine d'années, qui avaient tiré une quinzaine d'années, tiré la sonnette d'alarme en disant que le fait d'être assis sur une chaise est plus délétère pour le cœur et plus dangereux pour la santé que de fumer. Waouh! Ça fait du bruit aux États-Unis. En fait, les gros titres aux États-Unis, c'est Sitting is the new smoking. Voilà, s'asseoir, c'est la
le nouveau tabagisme. Donc comment comprendre ça? Alors vous savez qu'on avait entendu ces chiffres il y a longtemps, évidemment des cancérologues, des gens qui travaillent sur le tabagisme, où ils disent, c'est un peu choquant, mais c'est fait exprès, de dire que chaque cigarette que vous fumez, en gros, c'est 2 minutes de vie en moins. Il faut avoir ça en tête, qu'à chaque cigarette, c'est 2 minutes de vie en moins. Vu tous les risques qu'on prend à fumer, au niveau cancer des poumons, au niveau cancer de la gorge, au niveau du cœur qui ceci, cela. Bref, ça fait l'équivalent de 2 minutes de vie en moins par cigarette. Donc c'est extrêmement choquant. Bon, on sait très bien que de toute façon, ça ne marche pas. Hein. On peut mettre sur les paquets de tabac des gens qui crèvent, comme on le fait maintenant, de cancer, et montrer des photos de cancer et des machins, des trucs. Ça ne marche pas. On écrit fumée tu, ça ne marche pas. On n'a jamais... on vous demande... Ça ne marche pas comme ça. Enfin bref, peu importe. L'idée ici, c'était d'avoir un équivalent. Bon, voilà, je fume un paquet par jour, donc un paquet de 20 cigarettes par jour, ça fait 40 minutes de vie en moins, voilà. Chaque jour, donc ça finit par s'additionner. Eh bien, les cancérologues, les cardiologues ont dit cette phrase choc. 1 heure assis sur une chaise, tenez-vous bien, 1 heure assis sur une chaise, c'est combien de minutes de vie en moins? Jamais vous trouverez 20 minutes de vie en moins. 1 heure sur une chaise, c'est une souffrance telle pour le cœur, pour les artères, que c'est 20 minutes de vie en moins. Alors attendez, pas de panique, ne quittez pas le podcast tout de suite, je vais vous donner plein d'autres choses qui vont permettre de temporiser ça, mais néanmoins c'est assez choquant, ça a beaucoup fait parler aux États-Unis, ce qui veut dire que moi, j'estime que si sur les paquets de tabac on écrit « Attention danger, fumer nuit gravement à la santé » ou gna gna gna, bien sur toutes les chaises, les canapés, les fauteuils, on devrait écrire « Attention danger, danger de mort », l'utilisation prolongée de plus d'1 heure de cet engin, de cette chose, c'est 20 minutes de vie en moins. Ah oui? Pourquoi? C'est beaucoup plus délétère. La position assise est beaucoup plus délétère que tout le tabagisme, tout l'alcoolisme et toutes les drogues du monde réunies, et les accidents de voiture réunis. Ça tue beaucoup plus que tout le reste. C'est la cause numéro 1 de mortalité, c'est pas juste la chaise, c'est la sédentarité, le manque de mouvement. Et donc ça, c'est choquant. Alors, j'ai dit que je vais temporiser tout ça, il y a pas mal de choses à dire. Première chose, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est si délétère. Parce que vous savez bien que c'est pas le cœur. Alors lisez L'animal exubérant de Frank Forensich pour ça, c'est absolument génial. C'est un chapitre que j'adore, où il explique comment ça fonctionne, et lui en tant que biologiste, comment il a compris les choses, et comment gamin, il essayait de faire le poirier pour faire remonter, pour créer du retour veineux, parce qu'il ne comprenait pas. On disait à l'école que c'était juste le cœur qui envoie le sang dans les extrémités. Vous imaginez bien que c'est pas possible. Ce petit cœur tout seul, il ne peut pas envoyer le sang à toutes les extrémités, à toutes les cellules, à tous les organes du corps. Il va être aidé de tout le système artériel, donc avec la tension sanguine et le sang les artères, ce sont des muscles qui vont se contracter, etc. Enfin bref, ce ne sont pas des muscles, mais ça agit de telle sorte que. Mais le problème, c'est que le sang, il va aller grâce au réseau artériel et au réseau et au cœur, il va aller jusqu'aux extrémités, jusqu'aux cellules du corps, jusque dans chaque organe. Mais comment il revient, le sang? Il ne peut pas revenir. Pour revenir, je vous donne tout de suite, c'est par les contractions musculaires qu'on exerce. C'est parce que j'ai des contractions musculaires et que je bouge qu'on a un retour veineux qui se fait. Si je ne bouge pas, eh bien c'est la seule force du cœur qui doit forcer en permanence pour faire tourner, parce que les artères c'est dynamique, mais pas les veines, pas le retour. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une stase veineuse et un effort extrêmement intense du cœur en particulier et des artères. Et donc, c'est pourquoi les cardiologues disent c'est tellement délétère. Donc, quand on est assis sur une chaise, ce qui se passe, c'est que toutes les jambes sont détendues en bas. Et comme les jambes sont détendues, il n'y a pas de contraction musculaire. Et donc, le retour veineux se fait très mal. Et donc, le cœur est en souffrance. Dès qu'on est assis, le cœur est en souffrance. Et ça finit par créer les maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Dès que je vais marcher, eh bien, je crée des contractions dans tout le corps, le retour veineux, on l'a vu dans un autre épisode de podcast, ça va oxygéner le cerveau, et donc et en particulier chez les personnes âgées et les enfants, eh bien les enfants qui vont à l'école à pied ont de meilleurs résultats scolaires que les autres, entre autres par cette oxygénation qui a été créée au niveau du cerveau. On retrouve la même chose chez les personnes âgées, moins de pertes au niveau cognitif, etc. Dès qu'on va marcher, ne serait-ce que 20 minutes par jour, parce qu'on crée cela. Ce retour veineux, cette oxygénation meilleure du cerveau et évidemment de tout le corps, parce qu'il faut penser à chaque cellule de chaque organe.
qui va être mieux nourri. Donc on rajeunit en marchant en quelque sorte. On freine le vieillissement en marchant, en bougeant, en sautant, en courant, en grimpant, en nageant, etc. Donc, bah oui, et la nature avait prévu qu'on bouge tout le temps. Donc si on bouge tout le temps, bah, elle n'a pas besoin d'avoir un deuxième système, un deuxième cœur qui remonte, qui fait remonter le sang. Et en fait, certains professionnels disent, bah, le deuxième cœur, ce sont les mollets. Les mollets, c'est le deuxième cœur. Quand j'active mes mollets, je fais remonter tout le sang jusqu'au cœur et puis au poumon qui va réoxygéner et le cœur va renvoyer partout, etc. Donc ça, c'est absolument majeur. Donc la première chose, c'est que la position de stase veineuse impliquée par la chaise est extrêmement délétère. Et ils nous disent, c'est vraiment choquant, hein, une cigarette c'est 2 minutes, et là 1 heure, c'est 20 minutes de vie en moins. Donc imaginez le nombre de cigarettes qu'il faut fumer en 1 heure pour arriver au même résultat. Voilà, 10 c'est comme si on fumait 10 cigarettes par heure. Alors, bonne nouvelle, hein, j'ai dit que j'allais temporiser un peu tout ça. Première bonne nouvelle. Si avant 1 heure on fait un mouvement, si on se lève et si on bouge, on évite cet effet délétère. Donc en fait, ce qu'il fallait comprendre dans leur discours, c'est que les gens vont passer plusieurs heures assis sur une chaise. Ils vont travailler le matin une série de 3 heures sans bouger à leur ordinateur, et ils recommencent ça l'après-midi. Donc là, c'est extrêmement délétère. En revanche, si toutes les heures on fait une pause, si on se lève, qu'on fait des mouvements croisés, qu'on fait le cap du brain gym, qu'on fait des mouvements d'IMP, qu'on fait des bercements, des balancements et évidemment des accroupissements, eh bien on va couper cela, on va recréer une circulation et les choses vont aller beaucoup mieux. Donc la première chose à retenir, c'est faire des pauses toutes les heures. Aujourd'hui, c'est absolument pas difficile. Il y a des tonnes d'applications gratuites pour ordinateur ou pour téléphone ou sur votre montre ou qui font des rappels ou qui sonnent si vous ne bougez plus. Ou, bref, c'est très facile à faire. De telle sorte que moi, pendant de nombreuses années, j'avais une petite... c'est une application qui fait un petit coup de gong toutes les heures. Dong. Voilà, et puis hop, je bouge tout simplement. Je fais quelques mouvements, un peu de brain gym, un peu de truc d'IMP, un reset. Il ne s'agit pas de faire 10 minutes de gym. Alors, ce que j'essaye de faire au top du top, c'est 5 minutes à chaque fois. C'est-à-dire 5 minutes de gym toutes les heures. Et parfois, je fais assez régulièrement du HIIT. Donc je fais des mouvements croisés très très rapides ou des sauts du pantin très rapides ou des trucs. Voilà, ça va stimuler le métabolisme. Mais bon, retenez que n'importe quel mouvement, se lever de la chaise, aller boire, aller aux toilettes, faire des exercices de respiration en marchant ou s'accroupir, etc. va être majeur. Donc première chose à retenir, faire des pauses toutes les heures. C'est ce qu'à l'école on a appris à faire en fin de compte. Et je trouvais que c'était bien parce qu'on ne comprenait pas à l'école pourquoi c'est pas les profs qui changent de classe mais les élèves qui changent de classe. Mais ça part d'un bon sentiment. Si toutes les heures c'est les élèves qui changent de classe, ils vont marcher un peu, remplir leur sac, porter leur sac, faire un truc. Mais ça fait ça. Ça fait ça. Donc c'est majeur toutes les heures. Toutes les 45 minutes, toutes les 50 minutes, allez on va dire, puisque c'est ici ils disent 1 heure, ça ne marche pas comme ça, mais à 55 minutes, toutes les heures 55, je m'arrête de 55 à l'heure pile, et je fais 5 minutes de gym, de mouvement. Voilà, c'est pas trop dur ça. Deuxième chose, ça on le retrouve dans les travaux de Cathy Bauman, c'est les anthropologues qui ont vu que quand on est sur une chaise, il y a une seule bonne position, nous l'a assez répété, les pieds à plat sur le sol, les ischios en contact avec la chaise, que ce soit les kinés ou tous les experts nous ont dit voilà, il y a une seule bonne position pour une chaise, c'est celle-ci. Malheureusement, ils ont raison pour le dos, mais malheureusement c'est une catastrophe pour le cœur, la chaise va détendre la partie basse du corps et créer cette stase veineuse et c'est le gros problème cardiovasculaire. Donc ils ont raison pour le dos, mais ils ont tort pour le cardiaque. Mais de toute façon, c'est la chaise qui est le problème. Là, tu ne pourras pas trouver une bonne position qui est sur une chaise qui soit à la fois bonne pour le dos et bonne pour le cœur, si je puis dire. Donc, qu'est-ce que on a trouvé avec les anthropologues, c'est que quand on regarde les gens dans les tribus, alors pourquoi ils sont mis à regarder les gens dans les tribus? Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. C'est que nous, on nous dit, la sédentarité, l'homme moderne fait 6 heures, au minimum 6 heures sédentaires. Alors, à l'époque de ces recherches, on était à 6 heures sédentaires. Maintenant, on est plus à 10 heures sédentaires. Mais à l'époque, c'était 6 heures, la moyenne. Alors, en gros, c'était les heures de bureau. Et ils se sont dit, on va étudier... les tribus, comment ils font? Et en fait, le choc, c'est de se rendre compte que dans les tribus, les hommes comme les femmes, ils passent plus de 6 à 8 heures par jour, assis au sol, à chanter, à parler, à faire des petits trucs, enfin, sans bouger. Pas plus que nous. Donc c'est assez choquant parce que
contrairement à nous, ils n'ont pas toutes les maladies cardiovasculaires associées à la sédentarité que nous avons. Les gens dans les tribus passent énormément de temps à s'amuser, à discuter, à rester au sol, à filer la laine ou que sais-je, mais des activités considérées comme sédentaires assis. Mais la grosse différence, c'est que c'est assis au sol. Et les anthropologues, et c'est encore une fois dans les travaux de Cathy Bowman que j'ai trouvé ça, ils ont identifié, j'ai une sorte de poster où on voit ça, je crois que c'est 40 positions différentes où on peut s'asseoir au sol. Jambes croisées comme ci, jambes croisées comme ça, sur le côté, devant. Il y a plus d'une quarantaine de positions au sol. Il y en a une bonne sur une chaise, mais au sol. Et moi, au stage, quand j'explique ça, toujours je dis stop, regardez combien il y a de positions différentes. Vous pouvez être sûr qu'il y a 30 personnes, vous avez 30 positions différentes au sol, et qui changent en permanence. Donc les gens passent par différentes positions. Par heure, c'est pas rare de prendre 15 positions différentes quand on est au sol, parce que nos cours, nos séminaires ont lieu au sol. Nous, on applique ce en quoi on croit. Donc nos cours ont lieu au sol. Donc là, ce que les chercheurs ont cherché à comprendre, c'est pourquoi eux, ils sont tout autant sédentaires que nous. Alors après, ils vont aller à la chasse ou à la cueillette, ils vont tout d'un coup faire une promenade, ou ils vont courir ou faire des trucs, mais comme nous on fait quand on fait du sport. Sauf que nous, on meurt de maladies cardiovasculaires dues à la sédentarité, mais eux, ils sont tout autant sédentaires, mais ils ne meurent pas de ces maladies-là. Bon, il y a plein d'autres facteurs, Et ce qui a été identifié, c'est que dans les positions assises au sol, il y a une contraction permanente de tous les muscles. Ces 30-40 positions différentes au sol ne sont pas des positions où le bas du corps, quand on est assis au sol, n'est pas détendu, n'est pas relaxé, contrairement à sur une chaise, et n'est pas mou. La fesse n'est pas molle, les cuisses ne sont pas molles, les genoux, les ischio-jambiers ne sont pas mous, les jumeaux, les solaires, qui sont les muscles du mollet, ne sont pas mous. Et donc, il y a le retour veineux qui se fait parce qu'il y a de la contraction musculaire. Donc vous voyez, comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails. C'est pas le fait de ne pas bouger qui est si délétère. C'est véritablement la position assis sur une chaise qui est catastrophique. Et c'est pourquoi je maintiens ce que je dis. Il devrait être écrit sur les chaises, les fauteuils et les canapés. Extrêmement dangereux pour votre santé du dos, du cardiovasculaire. On a trouvé que cet objet est certainement l'objet le plus dangereux qui existe de toute l'histoire de l'humanité. Bah oui, ça tue beaucoup plus que les voitures, ça tue plus que l'alcool, la drogue et le tabac réunis et les accidents de voiture. Donc les chaises, les canapés nous tuent littéralement. Alors que l'antidote est très simple, s'asseoir au sol. Il n'y a aucun problème à s'asseoir au sol. En plus, vous allez retrouver de la jeunesse articulaire, dans le dos, le fait de s'accroupir, etc. Donc, il n'y a que des avantages. Et puis, il y a un autre avantage énorme. Dites-moi, ça coûte combien un canapé ? Et des belles chaises, et des tables. Et, si on va plus loin, des lits et des matelas, ça coûte combien ? Donc, on va faire des économies faramineuses. Vous allez pouvoir revendre tout votre mobilier après m'avoir écouté. Il va falloir convaincre votre conjoint d'abord. Et puis, peut-être lui faire écouter ce podcast. Et puis, revendre tout ça sur le bon coin. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. L'importance de l'accroupissement, c'est l'importance de la position assise au sol. C'est libérer ses articulations. C'est renforcer son gainage et son dos. Il y a tout un tas de progressivité qu'on enseigne en IMP à travers les automassages, à travers les resets, les mobilisations primordiales. Voilà, c'est vraiment un travail fondamental. Et donc, si vous travaillez les deux côtés, les deux bouts du truc, c'est-à-dire la brachiation d'un côté et l'accroupissement de l'autre, vous mettez vraiment toutes vos chances de votre côté. Ça sous-entend passer par les différents resets, puisqu'on a vu qu'il y a des resets qui vont travailler un petit bout et d'autres un autre petit bout. Mais le fait de se dire comme programme pour les 20 prochaines années, la capacité à aller au sol et à m'y relever, parce que comme ça, quand j'aurai 80 ans, 90 ans, je pourrai toujours aller aux toilettes de manière autonome, je pourrai toujours, si je chute, me relever, je pourrai toujours couper mes ongles de pied, etc. etc. Donc ça n'a que des bénéfices quand on pense à court terme ou à long terme. Ce n'est que bénéfice de se dire, j'ai comme objectif la capacité à développer ma capacité de brachiation et ma capacité d'accroupissement. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de podcast. Pour ceux qui ne savent pas, on est disponible sur toutes les plateformes, y compris Spotify. Si vous voulez vous abonner sur Spotify, on est disponible sur Spotify. Moi, je ne sais même pas. Je n'ai pas de compte Spotify, mais on a ouvert un compte professionnel pour pouvoir publier le podcast dessus. Donc, il y est.
Vous le trouvez sur YouTube, vous le trouvez sur ressourcesprimordiales.com et sur reflex.org, réflexe au pluriel. Merci, je vous souhaite une bonne journée.